La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Alors Pierre Charrier, ici présent, a cherché de son côté à comprendre comment est-ce qu'on gouverne un lac. Alors gouverner, toute proportion gardée, évidemment, quoique. Et il semble que son maintien s'explique par la multiplicité des intérêts que suscite cet espace. Comme Agathe l'a dit en introduction, le lac de Grandlieu est en hiver le plus grand lac naturel français de plaine avec près de 65 km² de surface. En majorité sur le territoire de la commune de Saint-Philibert de Grandlieu, au sud, le lac est borné au nord par les communes de Saint-Aignan de Grandlieu et de Bouailles, toutes deux incluses dans Nantes Métropole. L'après-midi, le lac regarde le soleil passer au-dessus du clocher de Saint-Lumine-de-Coutais, qui domine d'immenses étendues de prairies inondables avant de se coucher sur Saint-Mars-de-Coutais. Alors d'où vient l'eau ? Le lac, comme vous l'avez dit, est alimenté par deux affluents, au nord l'Ognon et au sud la Boulogne. Mais avant la construction des écluses en aval, la très faible déclivité entre le lac et la Loire, environ 40 cm de différentiel, permettait et doit toujours permettre à l'eau des grandes marées de remonter depuis l'estuaire de la Loire jusqu'au lac. Où va l'eau ? Alors de mémoire d'humain, et avant le XVIIIe siècle, l'eau s'évacuait par des marécages à l'ouest, drainés naturellement par le Tenu, un cours d'eau prenant sa source au val de Morières, à 12 km au sud de Saint-Philibert de Grandlieu. L'eau s'écoulait ensuite jusqu'à la Loire en empruntant le lit de Lachenot. D'importants travaux de canalisation vont avoir lieu et depuis 1870, le niveau d'eau du lac est régulé par un système de vannage et de chaussées-digues. Alors un vannage, selon le CNRTL, c'est un système, un ensemble de vannes, un endroit où sont implantées des vannes. Vous comprendrez donc que depuis la fin du XIXe siècle, le niveau du lac est complètement régulé, choisi par les différents protagonistes défendant leurs intérêts et inscrit dans le SAGE. Alors le SAGE, qu'est-ce que c'est ? C'est le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. C'est un document directeur rédigé par le syndicat du bassin versant de Grandlieu et il doit être compatible avec le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, qui lui-même est élaboré par le comité du bassin Loire-Bretagne. Alors le syndicat du bassin versant de Grandlieu élabore le SAGE, ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux, à travers une commission locale de l'eau. Le syndicat du bassin versant présente cette commission comme un véritable parlement local de l'eau. Regardons en détail sa composition. Nous avons d'abord 25 membres des collectivités territoriales, des représentants du Conseil régional des Pays de la Loire, des représentants du Conseil général de la Loire-Atlantique et de la Vendée, des représentants des maires de Nantes Métropole, des communautés de communes. Plus, nous avons 15 membres des usagers, riverains, associations et professionnels, comme de la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, Fédération de pêche, Fédération de chasse, Association de protection de la nature, Gestionnaire de la réserve de Grandlieu, Association de consommateurs, Fédération de maraîchers, Amis des moulins, et enfin 10 représentants de l'État. Si la taille et la complexité de cette commission locale de l'eau vous étonnent, peut-être cela peut-il s'expliquer par l'incroyable complexité de gestion d'un grand lac de plaine qui, par définition, inonde facilement les terrains adjacents. Alors je vais tenter de vous illustrer les différents intérêts, parfois opposés de... Pardon, je vais recommencer cette phrase. Je vais tenter de vous illustrer les différents intérêts, parfois opposés, des différents protagonistes. Vous me pardonnerez le côté simpliste de cet exercice. D'abord, vous admettrez que les éleveurs veulent pouvoir garantir à leurs troupeaux des prairies de bonne qualité et en abondance sur de grandes surfaces. Leurs intérêts consistent donc à avoir le plus possible de terres émergées. Les pêcheurs professionnels du lac, si il en reste, et la fédération de pêche veulent une faune piscicole importante, ce qui pourrait se traduire de façon simpliste par plein d'eau partout, avec des zones de faible profondeur comme des prairies inondées pour favoriser la reproduction de certaines espèces, des carpes, des brochets, on parle de frayères. Les chasseurs, quant à eux, souhaitent une faune majoritairement avicole, diverse et abondante sur laquelle tirer. Les associations de la protection de la nature souhaitent un environnement préservé et accueillant pour la faune et la flore. Et les communes souhaitent sûrement un peu tout à la fois, avec en sus la garantie d'une eau propre, d'une absence de risque d'inondation des riverains et, si possible, d'un cadre de vie agréable. La hauteur de l'eau devient donc un paramètre artificiel à peu près complètement déconnecté de la saisonnalité ou des aléas climatiques, mais bien un compromis gestionnaire entre le besoin en eau des agriculteurs, le besoin de surface de prairies à brouter, le maintien d'un environnement propice à la reproduction de telles ou telles autres espèces de poissons, à l'accueil de la faune et de la flore qui contribuent au cadre de vie des riverains. Bref, pas facile. À la suite de plus de 19 projets d'assèchement connus depuis 4 siècles, le lac reste un territoire fragile qui subit les intérêts contradictoires des différents acteurs, mais on peut raisonnablement se poser la question si le salut du lac de Grandlieu ne se trouve pas protégé par les conflits d'usage,
d'une cogestion, d'un jeu des acteurs permanents. À l'opposé de la tragédie des communs, c'est au lac de Grandlieu que se joue la comédie des communs. Merci beaucoup, Pierre Charrier. Alors, Jean-Marc Gillier, je vais vous laisser peut-être répondre à cette dernière question. C'est plutôt assez joliment vu, avec une petite précision, c'est que le vannage qui régule le lac de Grandlieu est beaucoup plus récent en fait. Il date de début des années 1960. Donc effectivement, l'aval a été géré bien avant l'interface entre l'Achenot et la Loire. Mais le lac en lui-même, un seul casier hydraulique, on pourrait dire, est géré depuis 1960. Et effectivement, tous les intérêts que vous avez fort bien décrits se retrouvent là-dedans. Et je suis pas loin de penser effectivement que cette diversité de vues, d'acteurs, d'intérêts est probablement un des garants de la conservation. Alors ça peut être aussi une source d'immobilisme. C'est aussi le risque d'être à tant d'intérêts divergents autour de ce lac, mais ça a été par le passé, c'est clair, et ça l'est peut-être encore maintenant, effectivement, une garantie de conservation de la diversité du lac et de ses intérêts.